Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. En réalité, l'Afrique n'est pas pauvre, on l'appauvrit tout simplement depuis très longtemps. Ce qu'on refuse de dire est que l'Afrique n'a pas du tout besoin d'aide, elle a tout simplement besoin d'être respectée. Pour son développement, l'Afrique a besoin d'une coopération gagnant-gagnant avec le reste du monde. Mais pourquoi l'Afrique est-elle riche et pauvre en même temps? Que cache-t-on aux Africains? Suivons maintenant les analyses de nos invités, qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. On a connu à travers l'histoire les grands empires africains. Oui, on sait que l'Afrique a toujours été un pôle de commerce incontournable sur la carte du monde où les gens venaient et partaient, ravis d'avoir pu toucher cette terre bénie où fleurissaient alors à foison toutes les richesses que l'imagination pouvait avoir. Aujourd'hui, nous sommes relégués parmi les derniers. Oui, malgré le fait que ces sources de richesse n'aient pas tari, nous ne sommes pas comptés. Notre voix peine à porter à l'aune de la richesse. Les grands de ce monde ne nous comptent pas. Alors, question, l'Afrique est-elle riche ou est-elle pauvre? Pour en parler, Abdul Kadir Ngoura, peut-être reviendrons-nous aux bases justement de ces différents concepts de richesse et de pauvreté. Qu'en est-il réellement? Qu'est-ce que la richesse? Qu'est-ce que la pauvreté? D'entrée de jeu de tous les continents que compte le monde aujourd'hui, la situation de l'Afrique est la moins reluisante. Famine qui continue à dicter sa loi dans pratiquement presque 14 des 54 États que compte le continent africain font face aujourd'hui à des difficultés de se nourrir tout simplement. À côté de cela, il y a le problème de l'insécurité, la crise sociopolitique qui contraint aujourd'hui nombre d'Africains à chercher à passer le concours de la Méditerranée. Donc en un mot, l'Afrique est malade et sa pathologie, c'est la pauvreté et le sous-développement. La pauvreté, on ne va pas essayer de prendre tous les éléments qui rentrent dans le contexte, mais à la base, c'est juste la restriction ou bien l'insuffisance des matières ou ressources indispensables à la vie. À côté de la pauvreté, il y a la richesse qui s'oppose à cette notion-là. La richesse, c'est l'accès de manière suffisante ou bien le fait d'avoir à sa possession, que ce soit un individu ou un pays, des éléments nécessaires et fondamentaux à la vie. On parle ici de l'accès à l'éducation, on parle ici de logement décent, l'accès à l'eau potable, la santé, autant d'éléments qui rentrent dans le cadre de la richesse. Globalement pris, tous ces éléments, c'est ce qui manque le plus au continent africain aujourd'hui. Donc l'Afrique est pauvre. La dimension de la pauvreté de l'Afrique englobe ou bien revêt deux éléments. On a l'élément monétaire qui vient avec l'installation ou bien l'instauration des institutions de Bretton Woods. On parle des banques mondiales, on parle du Fonds monétaire international. Et à côté de ça, il y a le programme des Nations Unies pour le développement qui, en essayant de définir la notion de la richesse ou de pauvreté, met l'accent sur la question monétaire. À côté de la question monétaire, il y a les éléments qu'on peut classer ici, les éléments qui ne rentrent pas dans le cadre de la monnaie, dont les éléments non monétaires. En prenant en compte les éléments monétaires, selon la Banque mondiale aujourd'hui, est considéré comme pauvre celui qui vit avec moins d'$1 par jour. À côté de la définition que donne la Banque mondiale. En francs CFA, ça va chercher dans les 650, 655. Effectivement, seulement dans le contexte camerounais aujourd'hui, ou bien dans le contexte africain, il y a des réalités qui vont au-delà de la définition que la Banque mondiale nous donne, à savoir les $1 par jour. Donc celui qui vit au-delà du seuil d'$1 par jour est considéré comme pauvre selon la Banque mondiale. Il y a eu une enquête au Cameroun réalisée en 2014 par l'ECAM. L'ECAM, c'est l'enquête camerounaise auprès des ménages. L'enquête a été réalisée en 2014. Et dans les éléments qui rentrent dans le cadre de l'ECAM, on parle de la personne qui vit avec moins de 913 francs par jour. Donc vous convenez avec moi en deçà de 1000 francs. Le Camerounais qui vit aujourd'hui avec moins de 1000 francs est considéré comme pauvre. 1000 francs CFA. C'est pratiquement la même réalité dans toute la sous-région Afrique centrale.
Du côté des éléments non monétaires, on nous parle de la satisfaction des besoins fondamentaux. Donc, le citoyen africain aujourd'hui qui a des difficultés à vivre ou bien qui a des difficultés à se nourrir convenablement, à avoir accès à l'eau potable, à l'électricité, à l'éducation et à la santé est considéré comme pauvre. Il y a un paradoxe. Avec 1000 francs CFA, on peut réaliser tous ces luxes-là, on va l'appeler ainsi, luxe entre guillemets. Est-ce qu'avec 1000 francs CFA, on peut réaliser tous ces luxes-là? Combien sont ces Africains aujourd'hui qui ont ou bien qui n'ont pas cette possibilité-là de vivre décemment, de se nourrir convenablement, d'avoir accès aux soins ou encore à l'éducation? Plus globalement, l'Afrique est considérée comme un continent pauvre. À la maison, vous avez certainement pris de la graine par rapport à cette définition des concepts de pauvreté et de richesse. Il en ressort certainement quelque chose qui vous frappe. Peut-être autant m'a-t-il frappé aussi. Les concepts de pauvreté et de richesse sont définis par les riches. On l'a noté, notamment avec cette bifurcation sur le pan monétaire. Tout au long de cet entretien, justement, on verra que de riches, on n'a pas que de l'argent. On verra ça un peu plus tard. Mais poursuivons et rappelons-nous à ce bon souvenir nostalgique, mais à faire pleurer aujourd'hui quand même, de cette époque faste et luxueuse où l'Afrique bombait le torse fier de ses grands empires. On parle du Songhai, du Mali, du Ghana. Ces grands, ces géants à travers le monde qui faisaient parler d'eux grâce à toute leur richesse. On en parle avec vous. Effectivement, on va donc remonter le temps pour nous retrouver, par exemple, dans les années 1200 ou 1300, où l'Afrique était considérée comme ce continent-là qui apportait de ses aides à pratiquement tous les pays du monde. On va prendre un seul exemple, celui de Kankou Moussa. C'est l'ancien petit-fils de Soundiata Keïta, donc l'ancien arrière-petit-fils plutôt de Soundiata Keïta, le petit-fils de Abou Bakr, qui ont fait les beaux jours de l'Empire malien à l'époque, avec tout ce grand espace-là qu'on connaît vraiment à cette partie du continent-là. En fait, parenthèse pour signaler que le Abou Bakr en question n'a rien à voir avec le pendant de Mohamed. Abou Bakr, le calife. Le calife. Donc ça n'a rien à y voir. C'est un autre. Effectivement. Poursuivez. Donc la richesse du Mali faisait non seulement la fierté de tout le continent, mais au-delà également. Puisque Kankou Moussa, à un moment donné, lors de son pèlerinage du côté de la Mecque, avait pris en son sein, donc avait pris sur lui de prendre au moins 600 hommes derrière lui, avec une fortune estimée à plus de 400 milliards de dollars. Donc c'est l'homme le plus riche jamais connu dans l'histoire qui est présenté ici. Mais paradoxalement, aujourd'hui, cette partie du continent est considérée comme la partie, ou bien l'espace géographique le plus pauvre à travers le monde. Mais l'Afrique, qui est présentée aujourd'hui comme un continent très riche, avec ses ors à ciel ouvert, avec son diamant, son pétrole et ses réserves gazières du côté de la dorsale, on va dire, du golfe de Guinée, est aujourd'hui l'une des régions les plus riches, mais l'Africain est considéré comme le plus pauvre de la planète, qui vit aujourd'hui avec moins d'$1 par jour. Nombreux perdent leur vie juste parce qu'il manque de quoi manger. Et c'est à faire pleurer, comme je vous le disais tout à l'heure. Vous, à l'aune de ces explications, peut-être vous regarderiez-vous dans un miroir et peut-être aujourd'hui, après cet entretien, vous saurez si vous êtes riche ou si vous êtes pauvre, mais plus encore, vous saurez très exactement ce qu'il faut faire dans l'un et dans l'autre cas. Quant à savoir, justement, selon les considérations que vous aurez. Elle était riche, notre Afrique. Elle était riche de ses hommes plus que de ses matières premières. La preuve avec ce Kankou Moussa. Et on comprend aussi pourquoi la France, ce mange-mille, reste incrustée au Mali, car c'est une terre d'or, malgré le sable qui la recouvre à perte de vue. On va étudier un autre élément, justement pour comprendre cette question de richesse et de pauvreté de l'Afrique à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Cette question, ce sont les indices de développement.
Et parlant d'indice de développement, on parlera de son pendant, on va dire contraire, le sous-développement. Le sous-développement en Afrique est criard, malgré le fait que les Africains ont littéralement les pieds dans les mines d'or, dans les sources de pétrole et dans tout ce que le monde leur envie comme richesse. Effectivement, avoir les pieds dans l'eau et laver la face, mais essuyer la face avec la salive. C'est incroyable. Donc, voici la réalité aujourd'hui de l'Afrique. Les caractéristiques de l'Afrique aujourd'hui cadrent réellement avec le sous-développement. Prenons un premier élément. Sur le plan économique, par exemple, l'insuffisance criarde des ressources ou bien des infrastructures sociaux de base qui sont ici. L'école, les points en adduction d'eau, les hôpitaux ou encore les routes. L'Afrique manque cruellement de tous ces éléments-là. L'école, par exemple, il existe des régions jusqu'à ce jour. Parlons du Cameroun, parlons de la région qu'on maîtrise la mieux. Vous partez dans la région de l'extrême nord. Au jour d'aujourd'hui, il y a des enfants qui prennent cours à même le sol. Il y a des régions dans ce pays où, dès le retour de saison pluvieuse, l'école est terminée. On met l'école de côté. Donc vous convenez avec moi que sur cet élément-là, l'Afrique a échoué. On nous parle du côté du Niger, par exemple aujourd'hui, 80% des hommes adultes nigériens sont considérés comme des analphabètes. On reste à savoir quelle est la définition qu'on donne à l'analphabète. Et on nous dit 90% des femmes sont également analphabètes du côté du Niger. Le Niger est classé comme la région ou bien le pays le moins instruit à travers le monde. Prenons les voies de communication. Il est difficile de se rendre, par exemple, d'un département à un autre dans une même région, que ce soit au Cameroun, en République centrafricaine ou du côté du Tchad, sans compter l'Afrique de l'Ouest. On nous fait comprendre aujourd'hui qu'il y a des pays qui n'ont pas de moyens de se déplacer. Par exemple, la RCA, aujourd'hui, c'est un pays qui ne dispose pas des infrastructures ou bien qui ne dispose pas réellement des avions. Vous convenez avec moi qu'à ce niveau, l'Afrique a échoué. On considère cette région comme, à raison, une région sous-développée. Allons un peu au niveau des hôpitaux. L'accès aux soins de santé. Les Nations Unies nous parlent d'un médecin pour 300 habitants. En Afrique, il est difficile aujourd'hui d'avoir un médecin pour 1000 habitants. Là, c'est dans les pays qui se portent les mieux qu'on parle d'un médecin pour 1000 habitants. On a l'exemple de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Cameroun ou encore de l'Afrique de l'Afrique australe, où la médecine est assez poussée de ce côté-là. L'accès aux points d'eau, ou en adduction de points d'eau. Le cas du Sahel en est un exemple patent. Allons au-delà de l'accès aux infrastructures sociales de base pour parler de l'économie, l'extraversion de l'économie africaine. L'économie africaine aujourd'hui est tournée résolument vers l'extérieur. On produit ce qu'on ne consomme pas et tout ce qu'on produit ici, qui nous est retourné plus tard, est à moitié transformé. Donc ce sont des semi-produits transformés qu'on exporte aujourd'hui. Au-delà de l'extraversion de l'économie, il y a une faible compétitivité des entreprises. Des firmes internationales ont réussi aujourd'hui à damer le pion à presque toutes les entreprises locales. On nous parle aujourd'hui de l'abus de position dominante des entreprises qui viennent d'ailleurs. Sur le plan socio-économique, on parle de la prolifération de la malnutrition. À peu près un Africain sur 3 a du mal à se nourrir convenablement et un Africain sur 4 est menacé de la faim précaire. Les disputes ou bien les querelles intestines ont également le vent en poupe en Afrique aujourd'hui avec des, comment on va les appeler, avec des coups d'État un peu partout. L'Afrique aujourd'hui est considérée comme la région où les coups d'État se portent les mieux. La République centrafricaine vient en tête avec 18 coups d'État en l'espace de
50 ans. C'est incroyable quand même. 18 coups d'État. Du côté du Mali, le Mali qui vient en deuxième position compte quant à lui 14 coups d'État en l'espace de 60 ans. Sans compter également le Niger qui à un moment donné était considéré comme le pays qui faisait l'objet de l'instabilité sociopolitique en Afrique. Voilà des éléments qui devraient nous interpeller. Des faits basés sur ce qu'on voit, ce qu'on décrit et qu'on tente de décrier. Cette fois, le verbe décrier. On parle justement de ces causes. Comment se fait-il qu'un continent où le moindre grain de riz ou le moindre, on va parler de la semence de maïs, le plus petit des grains de maïs donnerait des épis à faire rougir les plus grands agriculteurs. Comment un continent où la terre est aussi arable et fertile, un continent qui compte en son sein les plus grandes réserves de richesses naturelles, peut-il moisir dans ce sous-développement criard? On se demande quelles sont les causes de ce sous-développement. Les économistes s'accordent sur 3 points pour parler des causes du sous-développement de l'Afrique. Le premier point, on parle de la pauvreté comme retard au développement. Ça, c'est la première école, avec cette théorie qui nous fait comprendre que l'Afrique a eu du retard à prendre le train du développement. Et aujourd'hui, elle a plus d'efforts à fournir que tous les autres continents pour rattraper le train du développement. En deuxième élément, on nous parle de la pauvreté comme produit du développement. Dans ce sillage, on nous fait comprendre que les pays qui sont aujourd'hui considérés comme des pays développés ont à un moment donné pillé, ramassé, prendre tout ce que l'Afrique dispose aujourd'hui comme richesse, à travers des traites négrières, le colonialisme ou encore les inégalités dans les échanges ou bien les accords commerciaux qui sont le plus souvent biaisés et dénoncés par bon nombre d'économistes. À cela s'ajoute la question du franc CFA. Et en dernier ressort, on nous parle de la pauvreté comme phénomène naturel. Et là, c'est la théorie qui convainc le moins. La pauvreté comme phénomène naturel renvoie à la situation d'abord géographique de l'Afrique, avec cette zone intertropicale où on nous dit le climat n'est pas du tout favorable, avec un sol qu'on nous présente comme peu productif. À côté de ça, il y a des insectes nuisibles qui font le tour de l'Afrique. Et enfin, on nous parle du relief qui est donc hostile. Voici les 3 éléments qui font donc, qui sont, selon les institutions de Bretton Woods, qui amènent l'Afrique à être considérée comme, ou bien à être derrière les autres continents à travers le monde. Une Afrique à la traîne, une Afrique qui se fait conduire comme un chien avec sa laisse, et pourtant, en termes de richesse, c'est elle qui devrait être celle qui mène le mouvement. Cette question était à l'ordre du jour pour un débat très enlevé, on va le préciser. On vous propose justement un extrait de ce qui s'était dit ce jour-là, c'était le 10 mars 2021. Les panélistes alors discutaient de cette question. L'Afrique est-elle pauvre? On revient juste après. Vous êtes sur Universal News TV. René Douma, finalement, dans le monde aujourd'hui, on entend toujours dire l'Afrique est pauvre, pays pauvre, très endetté. Finalement, j'insiste là-dessus, c'est quoi un pays pauvre? Quand on sait pertinemment que l'Afrique est inondée de richesses. Steve, après un brillant développement du professeur Mbelek, il n'est pas évident de prendre la parole. Alors, d'après ton propos, oui. On retient d'abord que aujourd'hui, quand on parle de richesse ou de pauvreté, selon eux, oui, selon eux, bien, pas pour nous. Il s'agit du PIB, il s'agit du taux de croissance, oui. Et parfois on évoque aussi l'IDH, c'est-à-dire l'indice de développement humain. Mais il est clair que les bases sont faussées à l'avance. Le professeur l'a bien démontré. Mais un pays, c'est quoi? Avant de revenir au niveau des pays africains, un pays, c'est d'abord des frontières géographiques bien délimitées. Un pays,
c'est un peuple qui s'identifie à cet espace bien délimité. Oui. Et donc, qui, évidemment, fondamentalement, a une culture, avec un certain nombre de choses qui caractérisent le peuple en question. Un pays, c'est également des institutions qui ont donc pour rôle, à mon avis, de protéger ces frontières qui sont terrestres, marines, aériennes, mais surtout de protéger les citoyens qui sont dans cet espace-là contre éventuellement des attaques externes. Un pays, c'est quoi d'autre? C'est effectivement les richesses ou on va dire quoi? Les pauvretés du sous-sol. C'est donc son sous-sol, c'est tout ce qui est au niveau du primaire, comme disent les économistes, d'accord? C'est effectivement la capacité de transformation de tout ce qui est dans le sous-sol, n'est-ce pas? Et tout ce qui est produit sur le sol aussi, parce qu'il n'y a pas que dans le sous-sol. Sous-sol. Oui. C'est effectivement la capacité à générer dans le secteur secondaire les services appropriés pour pouvoir accompagner, n'est-ce pas, l'industrie. Et enfin, et je dis souvent, y compris à mes étudiants, que le secteur quaternaire est le premier et le dernier. C'est-à-dire le secteur dit de la recherche, oui, de l'innovation. Parce que si vous ne faites pas des recherches liées au primaire, au secondaire ou au tertiaire, vous n'allez pas vous développer. Donc, lorsque je l'ai dit, ça doit être pris en compte dans les indicateurs qui doivent permettre de qualifier un pays de riche ou de pauvre. Mais nous constatons tous que ni le PIB, ni le taux de croissance, ni l'IDH pris à part ne sauraient prendre en compte ce que je viens de dire. Alors, est-ce que l'Afrique est pauvre? C'est la question que vous vous posez. L'Afrique est extrêmement riche. Parce que nous n'allons pas revenir sur tout ce que nous avons dans le sous-sol, tout ce que nous avons comme valeur, richesse humaine. Le professeur l'a relevé encore, la diversité humaine avec tout ce que cela constitue. La diversité culturelle et tout ce qui va avec. La diversité culturelle, oui. Même si en passant on nous fait croire qu'il y a une maladie qui ne tient pas compte de tout ça et qui est universelle, mais nous avons déjà classé ce débat pratiquement. Donc, lorsque nous voyons ça sous cet angle-là, l'Afrique serait même le continent le plus riche. Je dis serait parce que je n'ai pas une comparaison formelle entre les différents continents, mais au moins l'Afrique, vu sous cet angle, est plus riche que l'Occident. Donc, il est question pour les Africains de prendre conscience de la palissade-là et d'arrimer les comportements par rapport à cela. Oui. Parce que je ne vais pas très vite en besoin, peut-être on va arriver au niveau de est-ce que les Africains sont riches ou pauvres? Oui. Parce qu'il y a le pays ou le continent et puis il y a les individus qui y vivent. Parce que même certains pays dits riches ont beaucoup de pauvres, d'individus pauvres. Oui. Donc il est question pour les Africains de prendre conscience de ce qu'ils sont sur une richesse naturelle qu'il faut simplement exploiter progressivement et faire en sorte que chacun qui s'y trouve, et même ceux qui viennent résider dans cet espace-là, puissent trouver du bonheur. Merci pour cette première prise de parole. Je vais me tourner vers vous, Paul. Et là, jusqu'à preuve de contraire, c'est toujours les Occidentaux qui déclarent haut et fort que les pays africains sont pauvres. Pendant ce temps, c'est sur le continent africain qu'ils viennent se ravitailler. N'est-ce pas là une autre façon de laver le cerveau des Africains pour leur faire croire à une pauvreté imaginaire? Le mensonge, j'ai aimé la partie du propos de... Les Béotiens et les Critois. Voilà, de Dr Bellec. Bon, je pense que j'ai retenu, hein, Dr Jean-Paul Bellec. Voilà. Parce que, en réalité, pour moi, c'est ça le cœur, le mensonge. J'ai souvent dit, au cours de plusieurs de nos émissions, que l'Occident et les oligarques mondialistes avaient 3 arguments principaux qu'ils savaient manipuler pour maintenir dans leur géole
idéologique et même parfois physique, surtout financière et économique, les peuples du monde entier, à savoir la peur, la distraction et le mensonge. Le mensonge est un outil extrêmement puissant qu'il maîtrise à perfection comme personne, et justement cette classification, comme d'autres, fallacieuse qu'est celle de riches et pauvres, ces notions-là en réalité sont le fruit de manipulations et de mensonges que l'Occident a toujours su perpétrer de tout temps. Qui définit les notions économiques qui permettent de dire si un pays est riche ou pauvre? Qui définit ce que c'est que le PIB? Qui définit ce que c'est que l'IDH? Qui définit ce que c'est que la balance commerciale, la balance de paiement, la balance des services? Qui définit ce que c'est que le niveau de pauvreté? Qui définit ce que c'est que le taux de chômage? Qui définit les interactions et les interprétations de toutes ces notions? Il y a bien quelqu'un qui a commencé quelque part et qui a commencé à définir ses caractéristiques, ses propriétés, ses agrégats économiques selon ses desiderata, selon ses sensibilités, selon sa réalité et selon ses priorités. Et je vous rappelle donc que le PIB, la notion de PIB, qui est une notion capitaliste, qui tire sa source dans la notion d'accumulation du capital, qui est une notion qui est née au XVIIIe siècle avec Thomas Robert Malthus, qui lui-même s'inspirait d'Adam Smith dans son fameux ouvrage La richesse des nations. Et Thomas Robert Malthus, dans son ouvrage Essai sur la population, sur la démographie, ils se sont retrouvés, ces deux principalement, dans une obsession de catastrophisme démographique. C'est-à-dire que pour eux, la dénatalisation, la dénatalité, la démographie, en tout cas le contrôle de la quantité en termes de population et donc des naissances était devenu obsessionnel au point où ils ont rapproché la richesse, en tout cas par la création de richesse au niveau du taux de croissance économique, au taux de croissance des natalités, en tout cas au taux de croissance démographique. Et ils ont conclu, notamment Thomas Robert Malthus, qu'il était impossible de considérer une régulation naturelle quand on se retrouve dans une situation où le taux de croissance démographique dépasse le taux de croissance économique, et donc il fallait trouver toutes sortes de méthodes pour freiner l'évolution démographique, de telle sorte que la richesse des nations soit assurée et donc que la pauvreté soit combattue. Mais c'est une démarche, une pseudo-science qui a été battue en brèche par de véritables économistes qui ont bien montré que le problème, ce n'était pas le nombre de personnes ni le taux de croissance démographique, mais c'était la capacité de production. Et plus vous avez du monde, plus vous avez des gens qui sont capables, plus vous avez une force de travail qui est donc susceptible de générer des richesses. Et donc c'est une théorie assez puérile d'un point de vue scientifique. Et la Chine est un très bon exemple. L'Afrique également est un très bon exemple en termes de population. Sauf que l'Afrique n'a pas sa liberté de création économique sous le prisme de ce que l'Occident a défini comme les principaux agrégats économiques qui permettent de mesurer la richesse ou la pauvreté d'un pays. Quand on nous parle de taux de pauvreté, on nous dit que ceux qui sont pauvres, c'est ceux qui vivent avec moins de 2 $ par jour, moins d'1,90 $ par jour. Par jour, oui. C'est la Banque mondiale qui le définit. Il le définit sur la base de quoi? Ça veut dire quoi? Ça ne veut absolument rien dire. Parce que vous allez vous dire, le gars de mon village à Mvamievo là-bas, ou le gars de Babounchengale, ou le gars de Babouantou, le gars de je ne sais pas dans quel village en Afrique, qui vit, qui a ses champs, qui cultive, qui s'alimente correctement, qui a son air qui n'est pas pollué, qui n'a pas besoin de prendre un taxi ou une voiture pour aller au champ ou ainsi de suite, et qui nourrit très bien sa famille et qui l'éduque selon ses valeurs culturelles et traditionnelles, il fait quoi avec 2 $? Vous allez mesurer sa richesse ou sa pauvreté avec 1 ou 2 $ par jour. C'est n'importe quoi. C'est tout simplement un avilissement des mentalités par l'imposition d'un schéma qui n'est propre qu'à des égoïsmes qui ont été construits depuis au moins 7 siècles aujourd'hui. Et j'ai souvent dit,
ici que quand on parle de richesse de l'Occident, quand vous lisez entre les lignes et que vous faites un peu de recherche, ça va vous faire doucement sourire. La richesse de l'Occident, ça va vous faire sourire. Je vous rappelle que l'Occident d'aujourd'hui, qu'on présente comme étant riche, tire en réalité ce que nous disent les livres d'histoire, sa richesse de l'industrialisation. Mais l'industrialisation elle-même n'aurait jamais été faite sans l'esclavage, qui a été une accumulation du capital, justement, qui a permis de créer un système similaire à celui de l'esclavage, le travail à la chaîne, ainsi de suite, mais cette fois-ci d'un point de vue mécanique, d'un point de vue machine. Et je vous rappelle également que lorsque l'Occident commence à rencontrer l'Afrique par les Espagnols et les Portugais avant, au XVe siècle, l'Occident, notamment l'Europe, sort d'une guerre fratricide qui décime la population à près de 50%, la fameuse guerre des 100 ans. Et qu'à la fin de cette guerre de 100 ans, en 1453, l'Europe est décimée non seulement par la guerre, mais par une maladie qui sévit, la peste noire. La peste noire, oui. Et l'Europe se retrouve dans une situation extrêmement compliquée, politiquement, socialement, sociétalement et économiquement. L'Europe est pauvre, extrêmement pauvre. Et c'est à la faveur de l'esclavage que l'Europe va se refaire une santé économique en accumulant le capital et en passant à l'industrialisation et en créant donc ce qu'ils considèrent comme des richesses aujourd'hui. Et quand on parle de la richesse de l'Europe aujourd'hui, il faut savoir que c'est depuis la bataille de Waterloo, avec au XVIIIe siècle, avec Nathan Rothschild, que on se retrouve dans une financiarisation de l'économie, c'est-à-dire que l'économie passe en réalité du stade de richesse réelle à un stade de richesse potentielle, mais ensuite, et aujourd'hui on y est de plein pied, à un niveau de richesse spéculative. Parce qu'aujourd'hui, la richesse de l'Occident n'est qu'une richesse spéculative. Regardez tous les pays occidentaux qui sont présentés comme les pays les plus riches. Regardez, prenez seulement les 5 puissances. Elles ont toutes des endettements, pour reprendre leurs caractéristiques et leurs chiffres, elles ont toutes des endettements, ces puissances-là, de plus de 100% de leur PIB. Puisque c'est comme ça qu'on mesure le niveau d'endettement. Vous prenez les États-Unis, vous prenez la France qui a 120%, vous prenez l'Italie qui a 138% d'endettement du PIB, vous prenez l'Espagne, vous prenez la Grèce, n'en parlons plus. Tous ces pays sont surendettés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont mis sur pied un système de financiarisation de l'économie où c'est la spéculation qui l'emporte et où maintenant, de façon erronée et faussée, donc, on mesure la richesse par rapport à l'accumulation des actifs financiers qui eux-mêmes, à tout moment, peuvent être remis en question avec les fameuses crises de 2008 et d'autres. Et donc, voilà en fait la fiction de l'Occident qui décide sous un prisme fallacieux qui est riche, qui est pauvre. Je termine en disant que quand vous prenez l'Afrique, la question ne se pose pas, sauf si on veut faire on veut se torturer le cerveau et l'esprit. L'Afrique est le continent le plus riche. Ce n'est pas une spéculation, ce sont des faits. Parce que la richesse est réelle, la richesse est effective. Vous voulez qu'on parle du sous-sol, vous voulez qu'on parle du sol, vous voulez qu'on parle des hommes en quantité, en qualité. D'ici 30 à 40 ans, un Africain sur deux, un être humain sur deux sera africain. Et c'est précisément ce qui fait l'obsession de l'Occident à faire en sorte que l'Afrique perde en démographie et cherche à tous les prix à diminuer la population africaine. Allez savoir les méthodes. Et enfin, est-ce qu'on pille un pays pauvre? Est-ce qu'on pille, est-ce qu'on spolie, est-ce qu'on vole un continent pauvre? Regardez, ne serait-ce que, et je termine vraiment par là, regardez ne serait-ce que nos richesses culturelles et culturelles. On nous a dépossédés spirituellement, parce que c'est de là que ça commence, pour en fait nous asservir culturellement. On nous a dépossédés culturellement en pillant tous nos biens culturels et cultuels, en nous faisant croire que c'était des biens maléfiques, que c'était des objets maléfiques. On a appelé nos objets des fétiches, et pour eux, leurs objets, c'est de l'art. Mais on est surpris que ceux qui nous ont dépossédés comme quoi c'était maléfique et qu'ils voulaient nous délivrer. Ça leur rapporte de l'argent tous les jours. Pour qu'on ait une place sociale. Tous ces objets se retrouvent par centaines de milliers dans leurs musées et on s'est payé 12 € depuis des décennies par personne pour visiter ces musées dans toute l'Europe, dans tout l'Occident, et ils bâtissent leur fortune dessus, toujours sur le vol, sur le mensonge et sur la spoliation. On ne spolie pas des pays pauvres. C'est l'Occident qui est pauvre et qui continue de compter sur l'Afrique pour essayer de survivre.
Albert Anatola, ici, finalement, comme l'explique d'ailleurs Paul, et là on parle de fiction. Finalement, ces pays dits riches sont les pauvres. Parce qu'en fait, ce sont les pauvres qui viennent chercher les richesses et non pas les riches qui vont chercher les pauvres. Oui, disons que là, avec tout ce qui vient d'être dit, j'ai l'impression que je vais peut-être répéter ce qui avait été dit. Je vais essayer de créer un couloir. Déjà, il faut noter d'entrée de jeu que l'Afrique n'a pas la même perception de la richesse que l'Europe, ou l'Occident si vous voulez. C'est pas la même chose. Chez l'Africain, la première richesse, c'est le capital humain. Oui. La première véritable richesse chez l'Africain, c'est le capital humain. C'est pour ça que, il vous souvient, quand vous étiez encore tout petit, vous aviez une maman qui n'est-ce pas, procréait pratiquement une équipe de football, parce que c'était une force de travail. C'était le plus grand capital. Oui. Et lorsque, en Afrique, lorsque un patriarche décède, on ne va pas vous demander combien de maisons est-ce qu'il a laissé. On vous demanderait combien d'enfants a-t-il laissé, de petits-fils, il a laissé combien de petits d'arrière-petits-fils. C'est la principale richesse. Et vous allez donc justement comprendre que, comme c'est la principale richesse, c'est donc l'obsession des autres, justement, à combattre ce peuplement de l'Afrique, parce que justement c'est une force. La preuve, justement, ils ont sollicité ces richesses dans l'optique de la traite négrière pour aller développer leur économie. Parce que c'est une force. La deuxième richesse de l'Africain, c'est l'espace de vie, c'est-à-dire la terre. L'Afrique en a suffisamment. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui moins de 30% des terres arables qui sont exploitées, qui sont mises en valeur en Afrique, parce qu'il y a de l'espace. Que viennent-ils chercher en Afrique? Ils viennent chercher ces terres parce qu'ils n'en ont plus. Ça, c'est la seconde richesse de l'Africain. Parce que lorsque les théories mondialisées, globalisées, c'est-à-dire les théories économiques et idéologiques, eh bien, il faut faire très attention parce que ça procède de la manipulation. Donc, maintenant, quand j'ai établi que la conception par l'Africain de la richesse n'est pas la même que celle de l'Occident, vous allez comprendre justement qu'il faut justement engager justement les théories capitalistes, marxistes et tout ce que vous voulez pour nous enfumer. J'apprécie justement le propos de Paul qui indique justement qu'on ne pille pas un continent qui est pauvre. On ne peut que piller ou voler quelqu'un qui est riche. Parce que c'est chez les riches qu'on va voler. Vous ne verrez jamais un braqueur aller chez un pauvre. Vous ne verrez jamais un cambrioleur aller chez un pauvre. C'est chez le riche qui va cambrioler. C'est chez le riche qui va braquer pour justement survivre. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc de manière fondamentale, c'est l'Afrique, le continent africain qui est riche. Oui. Tout à l'heure, j'apprécie également le concept d'économie spéculative. Effectivement, c'est ça qu'il s'agit. Parce que moi, je n'aime pas ce concept de pays pauvres et très endettés. Mais finalement, qui est très endetté? Qui fixe les théories économiques? Qui les écrit? Non. Je crois qu'il y a un gros problème. Moi, je connais des gens qui vivent tranquillement. C'est-à-dire qu'ils ont tout au plus besoin d'un billet de 5 000 francs pour aller acheter autre chose que ce qu'ils produisent eux-mêmes. Mais sinon, ils ont tout. Au niveau de la terre, vous voulez manger du poisson, il va le chercher dans la rivière, bien dans les temps d'à côté. Il a envie de manger de la viande, il va à la chasse. Il veut manger un fruit, il va dans son jardin potager, il cueille un fruit. Il a besoin de savon. Nous avons des herbes naturelles qui permettent de laver les assiettes, de laver les barbus, du savon. Et de fabriquer même du savon. Voilà. Il y a des herbes naturelles qui permettent de fabriquer du savon. Vous avez le palu, il y a des écorces qui vous permettent de vous faire soigner. Donc il n'a pas besoin de vos théories bizarres pour justement être un homme normal, comme qui dirait. Parce qu'il y a tout. Il y a tout ce truc dans la nature. Aujourd'hui, vous avez donc, l'Afrique est envahie. Pourquoi est-ce que l'Afrique est envahie? Pourquoi est-ce qu'on développe l'économie de la paysannerie en Afrique? Parce qu'il y a de l'espace. Parce qu'ils ont faim. Ils ont faim. Que viendrait chercher Bolloré dans les forêts africaines, des États africains, s'il y avait de l'espace chez eux? Que viendraient chercher les Chinois dans nos contrées africaines pour cultiver des riz qui n'est pas vendu sur le continent africain, mais qui est tout de suite exporté? Il y a un problème. Je voulais quand même vous rappeler que le pauvre de Penja, lorsqu'il quitte le Cameroun, ce n'est pas pour le label Cameroun. Hein.
Oui. Il porte le label français, ce n'est plus le label. La banane qui est cultivée, un Djombe, quand il franchit, n'est-ce pas, les frontières maritimes, ça ne porte plus le label Cameroun. Oui, ça porte le label français. Oui. C'est pour vous dire qu'il y a partout, il y a de la tricherie, il y a de la manipulation. Donc je pense que de manière fondamentale, c'est l'Afrique qui est riche. Pourquoi l'Afrique fait courir? Pourquoi est-ce qu'on ne peut... Moi, je pense que le véritable problème de l'Afrique, aujourd'hui, je crois que si De Gaulle avait tenu sa promesse, malheureusement, il ne peut pas la tenir parce qu'il était faux, tout le monde est faux de ce côté-là. Ils sont tous... Ce sont des gens versatiles. Béotiens? Non, ils sont tous comme ça. Parce que s'il avait tenu à sa promesse, justement, de l'indépendance politique et économique, je crois qu'aujourd'hui, la France serait classée au moins 140e des pays pauvres, n'est-ce pas, du monde. Donc je crois qu'aujourd'hui, le problème de l'Afrique, je parle de l'Afrique subsaharienne notamment, c'est la souveraineté monétaire, la souveraineté économique et surtout politique. Merci beaucoup Albert Anatole. Je vais me tourner vers le docteur Jean-Paul Bellec pour revenir justement à cette notion de l'argent. C'est même quoi concrètement l'argent? Parce qu'apparemment dans ce monde dans lequel on se retrouve, ceux qui se disent pays développés, pays riches, c'est parce qu'ils ont l'argent. C'est même quoi la notion de l'argent? Bon, en fait, je parlais tout à l'heure de Chati et du Deben. Oui. C'est-à-dire qu'au départ, le problème du troc se pose. Si vous voulez faire du troc, par exemple, moi, j'ai mon riz, 1 tonne, je vais la vendre, parce que j'en ai suffisamment, donc je vais vendre la moitié, par exemple, 500 kg. Oui. Mais en échange, je vais prendre de l'huile de palme chez un voisin. Si là-bas aussi je demande 500 litres, ça risque de peser lourd les échanges là. Les échanges. Bon, donc on peut quand même faire le transport, mais avec le temps, oui. Mais la transaction, elle, on aimerait la faire tout de suite. Donc il y aura quelque chose d'intermédiaire. Si vous me permettez, je vais faire un peu de physique. Allez-y. Je parle souvent de mathématiques. J'en ai déjà parlé ici, hein, mais je vais le redire. Le problème existe déjà en physique. Au 19e siècle, il y a une science qui est inventée qu'on appelle la thermodynamique. Elle est inventée pendant la révolution industrielle occidentale. Et ce n'est pas par hasard que la thermodynamique prend de l'essor à ce moment-là. Parce qu'on veut pouvoir gérer la vapeur. Vous voyez, parce qu'on est en train de passer de la force musculaire à la force apportée par la vapeur. Oui. Avec les machines à vapeur. Donc tout est à vapeur, train à vapeur, ceci à vapeur. Voilà, même pour fabriquer les cités, il y aura de la vapeur. Bon, alors, donc il faut donc quantifier ça pour exploiter ça au mieux, avec les meilleurs rendements. Voilà. La vapeur, elle été produite à partir de matière première de départ, qui est le charbon, qui à l'époque existait beaucoup en Europe. Il y en avait en France, en Allemagne, en Angleterre même, le charbon. Sauf qu'ils ont épuisé leurs mines depuis. Voilà. La Lorraine, c'est un pays du charbon. Le nord de la France, c'est un pays du charbon. Alors, donc, pour ça, on a donc inventé cette science qu'on appelle la thermodynamique. Alors, ça marche comment? Il constate d'abord qu'il fallait faire l'effort de différencier ce qui est force et ce qui est puissance. Oui. Parce que souvent, même dans nos langages aujourd'hui, on a tendance à confondre les deux, la force et la puissance. La force, c'est juste ce qui permet de modifier l'état de repos ou de mouvement d'un corps, vu par un observateur. Ouais. On voit un observateur voit qu'un corps ne bougeait pas pour lui, tout d'un coup se met à bouger. Il dit, donc il y a une force qui agit. Ou alors, un objet bougeait par rapport à lui dans une direction, à une certaine allure, tout d'un coup, soit c'est l'allure qui change, soit la direction change. Il dit, il y a une force qui a été appliquée. Ok? La puissance maintenant, c'est la force, mais avec un élément supplémentaire. Donc qui dépendra de celui qui observe. La puissance implique aussi la vitesse. C'est une combinaison de force et de vitesse. Oui. Et la vitesse, elle dépend de celui qui observe. Pourquoi? Parce que ça, j'ai ma paire de lunettes. Si je me déplace par rapport à 3A, ma paire de lunettes se déplace aussi par rapport à lui. Mais elle ne se déplace pas par rapport à moi. Donc, dans la notion de vitesse, c'est-à-dire de mouvement, la vitesse n'étant que la grandeur mathématique qu'on associe à la réalité qui, elle, est le mouvement. Oui. Sur la physique, ça marche comme ça. Il y a une réalité, mais il faut mettre une grandeur mathématique qui va avec. Donc, c'est dans les deux sens. Voilà. Donc, mouvement, ça, c'est une réalité. La vitesse, ça, c'est la grandeur mathématique qui va avec. Elle a une unité. Alors, donc, la notion de vitesse ou de mouvement, c'est relatif. Quand on dit relatif, ça dit il faut toujours dire par rapport à. Oui. Vous voyez? Voilà. Contrairement à la force qui est un absolu. C'est-à-dire que quand une force existe, ça ne dépend pas de qui l'observe, ça ne dépend pas de l'observateur. Il n'y a pas besoin de dire par rapport à. La force est là pour tout le monde. Tout le monde voit bien qu'elle agit sur un objet.
Ce n'est pas le cas de mouvement. Donc la puissance est une combinaison de deux choses, force et mouvement. Je commence à aller un peu au cœur de mon développement. Une fois qu'on a la puissance, il y a un autre paramètre à rajouter. C'est le temps qui passe. En fait, le mot correct en français, c'est durée. La durée. Donc, ou alors vous dites le temps qui passe. Ok? Conjugué à la puissance, le temps qui passe donne maintenant ce concept qui lui est fondamental pour la physique. Et c'est ça que je vais me baser pour faire l'analogie avec la question que tu as bien voulu me poser. C'est l'énergie. Oui. Donc je vais résumer. Au départ, tu as la force et le mouvement. La force est un absolu, c'est-à-dire qu'elle existe pour tout le monde, quel que soit l'observateur. Le mouvement, lui, il est relatif, ça dépend qui voit, qui perçoit ce mouvement. Bon. Tu combines les deux, tu as la puissance. Et si tu ajoutes le facteur temps qui s'écoule, tu as maintenant de l'énergie. D'accord? Oui, maintenant, voilà. Donc, comme ça, les concepts sont clairs. Et ça a mis des siècles, hein. En tout cas pour les Occidentaux. Là, je suis en train de raconter leur version de l'histoire pour que ce soit clair. Parce que moi, je suis prêt à parier que dès les origines, pour nous, nos ancêtres égyptiens, en tout cas, c'était très clair déjà. Mais bon, comme on a leur version, c'est ce qu'on a appris à l'école, j'essaie de mettre ça au clair. Ça fait donc force, puissance, énergie. C'est l'énergie qui nous intéresse maintenant. On finit par se rendre compte, avec cette étude de la thermodynamique et de la machine à vapeur, qu'il y a différentes formes d'énergie. Parce que quand je ne fais que qualifier. Quand je produis de l'électricité, je parlerai d'énergie électrique. Si c'est de la chaleur, je parlerai d'énergie thermique. Si ça vient du noyau atomique, je parle d'énergie nucléaire. Si ça vient du soleil, l'énergie solaire. Je ne fais que qualifier. Et pourquoi? Parce qu'on se rend compte d'une chose, c'est que toutes les énergies sont transformables les unes dans les autres. Oui. On ne fait que passer d'une forme à une autre forme. Ok? Voilà. Mais attention, il y a une direction qui, elle, ne marche jamais à 100%. Il est impossible de transformer l'énergie la plus vile, entre guillemets, c'est-à-dire la chaleur, en 100% autre chose que la chaleur. Ça, c'est un interdit absolu. Tu déposes un brevet d'invention aujourd'hui qui contredit cela, on n'examine même pas, tu n'auras jamais le brevet. On appelle ça une machine thermodynamique de seconde espèce. Tu n'auras jamais ton brevet. C'est penser que tu peux transformer 100% de la chaleur en autre chose. C'est-à-dire que tu prends ta chaleur là, totalement à 100% en autre chose qu'elle-même, oui. C'est impossible, c'est interdit. C'est un interdit thermodynamique. On est d'accord? Alors regardons maintenant les choses de plus près. Alors, je vous ai dit que quand vous avez la réalité, il faut maintenant la quantifier mathématiquement. Je vais mettre des grandeurs mathématiques. La physique, qu'avec les expériences, ça s'appelle de l'empirisme. La bonne physique tient compte des expériences plus les mathématiques. Donc les mathématiques sont toujours en support de la physique. Sinon, ça s'appelle l'empirisme. Oui. C'est la cuisine, si tu veux. Ok? Tu peux faire 10 000 expériences comme tu veux. Parce qu'il ne faut pas croire que l'expérience est souveraine, c'est vrai. Mais il faut, à un moment donné, mettre les mathématiques. Bon, je ne vais pas insister là-dessus. Il y a 10 000 raisons pour cela. Mais en tout cas, ce qu'on appelle physique inclut les mathématiques comme outil d'investigation théorique. Alors, on en est donc là. Donc, regardez ce qui se passe. Si je prends mon riz, n'est-ce pas? Je vais dire 1 kg de riz, 1000 francs CFA. Bon, c'est pas vrai. Hein, je dis ça. On vous comprend, c'est juste pour prendre un exemple. Hein. 1 kg de riz, 1000 francs CFA. Donc tout le monde comprend que si je veux 2 kg de riz, je vais payer 2000 francs. Oui. Si je veux 3 kg de riz, je vais payer 3000 francs. C'est qu'il y a une proportionnalité, en gros, entre le prix et la marchandise. La quantité de marchandises, oui, et l'argent que je dois sortir pour cela. L'argent. Ça, c'est le mot utilisé. Parce qu'on aurait pu dire or. L'argent, c'est la matière. Hein. Mais bon, le mot générique qu'on a mis dans la tête, c'est argent. L'argent, pour l'idée, j'ai dit tout à l'heure, en physique, c'est l'énergie. Ce qu'on appelle argent en économie, c'est ce qu'on appelle énergie en physique. De la même façon que les différentes formes d'argent, c'est des devises, c'est échangé les unes dans les autres. De la même façon, l'énergie s'échange l'une dans l'autre. Et de la même façon qu'il y a d'énergie vile. Le CFA est une monnaie vile. Personne n'en veut. En tout cas, tu ne peux pas transformer 100% de tes CFA en autre chose que le CFA. Il y aura un blocage. C'est ça la chaleur. Okay, oui. Alors, donc, vous voyez, je termine donc avec la formule là. Attention, cette formule de proportionnalité n'est pas vraie totalement. Les économistes sont là, mais je vous dis que la physique est derrière. La thermodynamique a bien réfléchi là-dessus. Non, c'est dans une gamme de marchandises. Si tu sors, par exemple, tu achètes ça c'est du détail. Si tu vends en gros, ça ne sera pas les mêmes prix. On est d'accord? Oui. Donc, la meilleure façon de fixer un prix, c'est de considérer les petites quantités et de donner le petit prix qui va avec.
Après, il y aura une opération mathématique qui va te permettre de trouver le prix, quelle que soit la quantité. Ça s'appelle l'intégration. Intégrer, c'est passer de la fraction toute petite à une unité, chose de global et mesurable. Bon, ça, c'est les mathématiques, l'intégration. Voilà. Donc, la formule, elle marche toujours. À savoir, prix fois petite quantité de marchandises égale petit prix. P fois DQ égale DX. X étant l'argent que tu dois sortir en petite quantité. Quand tu prends une petite marchandise de quantité DQ, le prix étant P. Ça, c'est une formule générale. Et cette formule, figure-toi, elle marche aussi en physique. C'est-à-dire que j'aurais pu mettre l'énergie d'un côté et mettre une autre grandeur. Le prix, c'est ce qu'on appelle la grandeur intensive en thermodynamique. Et la quantité, là, c'est la grandeur extensive. C'est une formule, elle est générale, connue. Sacré professeur Jean-Paul Mbelek. C'est avec lui justement qu'on conclura cette émission. Pour ceux qui nous prennent seulement maintenant, vous regardiez à Riposte. Ce qui vient de finir était un morceau choisi de l'émission du 10 mars 2021 sur le sujet qui nous intéresse, l'Afrique est-elle pauvre? En début de cette émission, justement, dans la rubrique avant-propos, on a essayé de remettre au goût du jour les éléments qui dédicacent ou plutôt qui expliquent les concepts de richesse et de pauvreté. C'est vrai que quand on dit que l'Afrique est pauvre, ça peut fâcher les Africains qui, en leur sein, savent de quelle richesse est faite cette terre, ce sol. Mais en réalité, qu'elle est véritablement, à l'épreuve des faits, à l'épreuve de ce qui se voit. Plus dans le sentimentalisme peut-on réellement dire que l'Afrique est riche aujourd'hui? C'était la question épineuse justement de cette émission. On va sortir de là en parlant justement de tout ce qui a fait l'objet de cette rubrique avant-propos et en la résumant pour ceux qui nous suivent depuis le début ou pour ceux qui nous prennent seulement maintenant. Abdelkadir, avec vous, on a énuméré les éléments monétaires qui consacrent, selon les Nations Unies et aussi les programmes y affiliés, le PNUD par exemple, les éléments qui consacrent, disais-je donc, la richesse ou la pauvreté d'un pays. Mais ce qui est frappant dans l'histoire, c'est que ces différents organismes se sont attribués l'autorité nécessaire pour définir les concepts de richesse et de pauvreté, les concepts auxquels nous adhérons à notre âme défendant. Alors, la question aujourd'hui, c'est, pour la finir, pour la poser définitivement, l'Afrique est-elle pauvre ou est-elle riche selon les faits? Est-elle pauvre ou est-elle riche? Il importe de préciser que, en dépit de tout ce qu'on a comme richesse culturelle, tout comme des ressources, l'Afrique demeure aujourd'hui un continent pauvre. Mais cette fois-ci, sa pauvreté, c'est au niveau mental et au niveau culturel. Tenez par exemple, aujourd'hui, quand il faille, par exemple, faire une comparaison entre un Africain qui s'émancipe et un Africain qui a des difficultés, on fait cette comparaison toujours en prenant en compte celui qui vient d'ailleurs. Par exemple, quand tu t'habilles bien, on dit vous êtes comme un blanc. Quand tu manges bien, on parle d'un blanc. Donc il faut que l'Africain se réapproprie de ses valeurs aujourd'hui. Il faut qu'il y ait aujourd'hui une réelle prise de conscience pour que l'Africain sorte carrément de cette mentalité-là qui continue aujourd'hui, 60 ans plus tard, à maintenir le continent africain comme un continent colonisé mentalement, culturellement et au-delà tous les autres aspects de la vie. Ceux qui disent que non, l'Afrique n'est pas pauvre, on vous met au défi. Est-ce que vous ne sauriez pas intérieurement, lorsque avoir une bonne hygiène de vie, s'habiller bien, classe, comme cher Abdelkadir Ngoura ce matin, quand vous réussissez à vaquer à vos occupations en tout épanouissement, et que quelqu'un vous dise en compliment, vous vivez comme un blanc? Est-ce que vous ne souriez pas? Est-ce que vous êtes encore justement à vous targuer, à bomber le torse, alors que ce compliment est des plus dégradants? C'est de cette pauvreté dont on parle, car de riches, on n'est pas seulement d'argent, d'or et des pierres précieuses. Quand l'Africain aura compris ça, alors il pourra se targuer d'avoir tout ça. Et peut-être sa voix alors comptera. Vous avez parlé également de l'aspect culturel, parce que oui, dans nos universités aujourd'hui, il y a des programmes et des curricula qui s'enchaînent pour expliquer ce qu'on a appelé dans le monde de l'époque des Lumières, avec l'avènement des grands artistes. On connaît aujourd'hui les plus grands,
avec des œuvres célèbres. Ceux qui ont peint le monde avec, lors de la Révolution des Lumières. Aujourd'hui, on les connaît, mais très peu d'Africains connaissent la symbolique des masques, des danses culturelles. Et cette langue que nous sommes obligés de partager parce que les locuteurs, justement, se multiplient à travers le monde, est une autre injure et une autre caractéristique flagrante de notre pauvreté, car on ne saurait s'exprimer dans nos langues, sauf pour cacher, justement, des secrets. Ah oui. Effectivement, et à côté de ça, aujourd'hui, dans nos programmes scolaires, on vante beaucoup plus les mérites je peux dire Victor Hugo aujourd'hui, et tout ce qui tourne autour. Mais on ignore carrément des valeurs comme Anta Diop, des valeurs comme Nkrumah. On ignore également des grandes figures qui ont, d'une manière ou d'une autre, contribué à l'écriture de l'histoire africaine aujourd'hui. Ceux qui ont participé à leur manière, et peut-être souvent au prix du sang, pour que l'Afrique soit libérée. Mais on a tendance à voir beaucoup plus le beau de l'extérieur que chez nous-mêmes. Cher Abdul-Kadir Ngoura, nous sortons de cet entretien avec cette question. Le fait, il est là. Les pierres précieuses sont encore bien enfouies dans nos terres, même si elles sortent par milliers, par tonnes chaque jour pour rejoindre d'autres espaces. Mais elles sont là. Dieu a béni l'Afrique, il faut le dire, au moins en termes de richesse minière. L'Afrique est pauvre. Oui, elle misère dans sa richesse. Paradoxal, mais bien réel. Que devrait-elle faire aujourd'hui? Que devrait faire l'Afrique, mais plus encore, que devraient faire les Africains pour accéder une fois pour toutes à cette richesse qu'ils ont sous leurs pieds, en fait? Peut-être pas besoin d'être économiste pour répondre à cette question-là. Premièrement, il faut qu'on fasse taire nos divisions internes aujourd'hui. L'Africain doit comprendre que le développement de l'Afrique se fera avec les Africains. Il faut qu'on ait des dirigeants qui pensent, réfléchissent pour le continent africain et non au service de l'extérieur. Il faut qu'on crée, comme l'a dit Thomas Sankara, un marché. L'Afrique, c'est environ 30 millions, disons plus de 30 millions de kilomètres carrés avec une population estimée à plus d'1 milliard aujourd'hui. Elle constitue un grand marché. À côté de cela, pensons également à l'intégration sous-régionale. Nous sommes aujourd'hui tournés résolument vers la mondialisation. Et quand on dit mondialisation, ça veut dire qu'aucun État aujourd'hui ne peut vivre en vase clos. Il faut penser aujourd'hui à fédérer les Africains, à circuler librement à travers nos différents États et à défendre une seule cause, celle de l'Afrique. Cher Abdul-Kadir Ngoura, merci pour toutes ces explications. Et je pense que le merci va aussi à l'endroit des téléspectateurs qui nous ont regardés. On vous retrouve avec le même plaisir et avec la même chaleur demain. C'est un plaisir partagé. Chers téléspectateurs, nous voici à la fin de cette autre édition du Riposte. On vous rappelle que cette émission a été mise en place pour démasquer la vérité. Oui, car s'il faut aller au combat, il faut savoir pourquoi on combat. Il ne sera terrible et révolutionnaire que si on sait pourquoi est-ce qu'on combat. Sous quelle bannière combattons-nous? Aujourd'hui, on parlait de l'Afrique. En tant qu'Africain, vous avez certainement été révulsé, retourné dans vos tripes en sachant qu'elle est pauvre. Africains, nous sommes pauvres. Mais il y a lieu d'espérer. Si l'Africain, chacun là où il est, commence à penser à la richesse, à la grandeur de ce continent, en travaillant ses propres valeurs, le changement commencera certainement par nous, avant d'être local ou plutôt avant d'être global. Apprenons à aimer ce que nous sommes. On a apprécié tout à l'heure le vêtement africain de mon jeune frère Abdul-Kadir Ngoura. Oui, ça commence aussi par là. Développons avec la nouvelle génération cette africanité qui a manqué à nos pères. Apprenons-leur quelle est la symbolique des masques. Apprenons-leur nos langues maternelles. À partir de là, seulement à partir de là, on entamera cette ascension fulgurante qui fera trembler le monde. L'Afrique est pauvre aujourd'hui, mais elle ne le demeurera pas si les Africains deviennent riches. Et de richesse, on l'a dit, on n'a pas que l'argent et l'or, on a surtout nos valeurs, nos cultures. Il importe de rappeler que sur les 1,25 milliard d'habitants d'Afrique, 593 millions, soit 47%, sont pauvres selon les statistiques actuelles. Les niveaux de pauvreté varient sensiblement d'un bout à l'autre du continent. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV.
Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.